Bonjour à tous chers auditeurs, c'est l'été, on profite de la chaleur, et pour l'épisode de cette semaine, je prends le temps de vous conter l'histoire de mes deux derniers investissements, la trouvaille de ces deux nouveaux lots qui viennent s'empiler aux autres biens immo, comme des Legos. Je vous présente tous les chiffres et le pourquoi du comment, du coût et des rentrées de ces deux appartements. Je vous présente une technique d'investissement en mode feignasse qui n'empêche pas pour autant d'engranger de la caillasse. Le marché est méga tendu niveau négociation, on ne va quand même pas rester dans l'inaction. On arrête la poésie pour le moment, vous êtes bien sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de la liberté, l'immobilier et des gros billets. Les écoutes vont de record en record. L'épisode de la semaine dernière avec Ismaël et son portefeuille permanent vous a visiblement bien plu. Merci à Alex67 pour son commentaire, 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à l'imiter, à partager, à envoyer à votre belle-sœur, votre chien, votre grand-mère. Le Bye Bye Patron, ça intéresse tout le monde. Et on attaque l'épisode de la semaine en mode solo pépito. Jingle. J'avais fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si vous préfériez les interviews ou les épisodes tout seul. J'ai eu des réponses assez diverses, donc je vais essayer d'alterner. Et notamment Tony de Une vie de liberté, c'est un peu lui qui me mène, qui me montre le chemin de la création de podcasts et qui m'a dit qu'il adorait les épisodes tout seul. Donc aujourd'hui, je fais un épisode tout seul, mais ne vous inquiétez pas, il y aura plein d'interviews à venir. J'ai déjà une bonne petite liste d'invités futurs sur des sujets tels que l'investissement à l'étranger, comment gérer ses finances, une architecte qui est aussi prévue pour les podcasts à venir. Donc c'est vraiment, je suis super content avec tous ces invités. Mais aujourd'hui, je fais un épisode tout seul. Je l'ai écrit dans l'avion, donc j'étais sur mon téléphone comme un ado de 16 ans pendant peut-être 2 heures pour écrire le plan de l'épisode et ce que je vais raconter. Et ça me fait très plaisir de vous faire cet épisode. Et le sujet du jour, ça va être mes deux investissements les plus récents, qui sont également mes investissements les moins rentables et à quel point je suis satisfait d'avoir effectué ces investissements les moins rentables avec peu de négociations. Donc on va attaquer tout de suite. Le sujet du jour, il est donc en contradiction avec le thème de mon livre. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur le podcast, j'ai écrit un livre Comment négocier un bien immobilier, cette technique pour gagner des dizaines de milliers d'euros à l'achat d'un appartement locatif. Alors, ça m'est arrivé plusieurs fois de bien négocier des appartements, mais là, les 2 derniers, j'ai très peu négocié et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas en contradiction avec le sujet de mon livre et pourquoi je considère que ces investissements, ils sont quand même bons et j'en suis satisfait. Alors, le contexte de ces investissements, dans la principale ville où j'investis, je suis investi dans plusieurs villes, mais dans celle où j'investis le plus, comme dans beaucoup de villes de France, non seulement les prix, ils ont énormément augmenté depuis la pandémie du Covid, mais également, c'est surtout la concurrence qui s'est vraiment accrue. Auparavant, j'étais tout seul, quand j'achetais, j'avais vraiment le temps, je voyais des annonces qui traînaient pendant des semaines. Là, c'est vraiment une question de jours, si ce n'est une question d'heures. Donc non seulement il faut payer plus cher, mais en plus, il faut être plus réactif. Donc les gens, ils ont visiblement trop d'argent ou il y en a trop qui écoutent mon podcast. Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un phénomène qui est diffus sur l'ensemble du territoire français, au moins pour les villes de taille moyenne, donc 50, 100, 200 000 habitants. Les prix, quand on regarde une carte de France, il y a des villes dont on n'entendait jamais parler qui ont vraiment vu leur prix totalement exploser, alors que les villes vraiment chères, Lyon, Paris, Bordeaux, visiblement, les prix, ils n'ont pas connu cette même hausse. Donc, je pense que les gens, ils sont peut-être aperçus qu'il y avait une totale décorrélation entre les prix dans ces villes et par rapport aux villes moyennes. Donc, en tout cas, le fait est que quand vous cherchez un bien immobilier, il y a vraiment plus de monde sur les achats. À chaque fois que je parle avec des agents, tout le monde me dit voilà, que c'est la folie en ce moment. Donc, les investissements que je vais vous présenter, ils ont été effectués dans ce contexte qui est quand même ultra tendu.
Et à la fois, c'est une bonne chose cette hausse des prix parce que moi, j'ai déjà des biens dans ces villes où les prix ils ont augmenté. Mais pour le futur, voilà, les investissements à venir, et ben, ça complique, les choses en termes notamment de pour trouver, des bonnes rentabilités. Donc les investissements que je vais vous présenter, ils correspondent selon moi à ma vie d'investisseur, à ma on va dire la période dans laquelle je suis, qui consiste pour l'instant à enchaîner les achats et des achats qui s'autofinancent. Il y en a qui ont des meilleures rentabilités, mais pour moi, l'objectif principal en ce moment, c'est vraiment d'enchaîner les achats pour, faire grossir, mon patrimoine, le plus rapidement possible. J'ai pas besoin de cash flow, j'ai pas besoin de vivre sur, mon immobilier. Donc je cherche pas à tout prix à optimiser chaque bien pour avoir le plus de rentabilité possible. Moi, ce que je cherche à faire, c'est acheter en le moins de temps possible des, heu, des appartements avec une rentabilité que je considère comme correcte et suffisante. C'est pas pour tout le monde si vous êtes à votre premier investissement ou alors que vous avez des capacités d'emprunt qui sont limitées. Il va falloir peut-être rechercher à tout prix une bonne rentabilité, donc peut-être au moins 10 brut. Vraiment, c'est le minimum si vous sentez que après vous allez être bloqué, pour vos prochains investissements. Moi, j'en suis pas à cette période, donc mon but, c'est vraiment de pouvoir acheter, le maximum de biens qui s'autofinancent. J'ai aussi, pour projet en ce moment d'acheter des biens qui sont relativement récents. Donc relativement récents, c'est au plus vieux construit en 1990. Chacun a sa vision de ce qui est récent ou non, mais avec les normes qui changent, notamment les DPE, les immeubles plus anciens, pour l'instant, j'essaye d'éviter. Donc là, les 2 derniers appartements, ils étaient encore plus récents que 1990 parce que ça commence à faire quand même une paire d'années et cela ne nous rajeunit pas, mais au moins, comme ça, vous savez, quels étaient les objectifs, de mes achats. Donc des achats qui prennent peu de temps, qui sont effectués rapidement, qui ont une rentabilité correcte et qui ont été construits, voilà, à partir de 1990. Premier achat, il s'agit d'un appartement de type T2, donc une chambre, un séjour, légèrement mansardé. Il fait 42 mètres carrés loi Carrez, 52 mètres carrés au sol. L'appartement, quand je l'ai visité, il était en très bon état, la salle de bain elle avait été refaite, idem pour la cuisine. Le seul problème, le seul truc qui clochait, c'était l'électricité. Donc quand je suis passé dans l'appartement, j'ai vu rapidement qu'il y avait des prises qui n'étaient pas aux normes et que le tableau, il était un peu vieillot. Je vous renvoie à l'épisode que j'ai fait sur les diagnostics. Mais en gros, c'était pas énorme. L'électricité, ça peut faire peur, mais quand les logements ils sont pas non plus ultra anciens, les mettre aux normes, c'est pas forcément un coût qui est très significatif. C'est pas comme il y a des problèmes qui sont beaucoup plus graves. Pour moi, c'est le plomb qui est vraiment un problème qui est grave et compliqué à régler. Mais pour l'électricité, ça se gère. Donc à part ça, heu, les prises, le tableau électrique et il y avait le chauffe-eau, on voyait qui ou boiler, ça dépend des appellations selon les personnes. On voyait qu'il sera bientôt à bout de souffle. Pour l'instant, il avait l'air de fonctionner, mais on voyait que, on donnait pas cher de sa peau à long terme. Le prix affiché pour ce bien, il était de 65 000 €. Il s'avère que je connaissais l'agent immobilier, c'était un peu par hasard. En fait, c'est mon associé qui a appelé et ensuite quand on a fixé le rendez-vous où c'est moi qui allais visiter, et ben, je me suis aperçu que c'était, une agent immobilier que je connaissais. Donc, j'ai discuté, avec elle, rapidement. Le bien, il était pas très grand. Voilà, il était déjà en très bon état. J'ai discuté avec elle rapidement sur, les négociations possibles. Elle m'a dit que ça allait être tendu. Moi, j'ai fait mes calculs, rapido presto. Ça semblait passer, au niveau, du loyer qui allait pouvoir être demandé et du prix payé. Donc le prix affiché, il était à 65 000 € et moi, j'ai fait une offre à 62 000 € qui, après une négociation difficile, comme tous les agents immobiliers le disent toujours, est passé. Donc 3 000 €, c'est pas énorme. Donc j'ai justifié la petite négociation sur base des travaux d'électricité et du boiler. Pourquoi, en fait, j'ai, négocié seulement si peu? Déjà, j'ai fait plein d'offres, récemment et
et j'ai des biens qui me sont passés sous le nez vraiment à quelques milliers d'euros près. Là, le bien, franchement, il répondait à tous mes il cochait toutes les cases, le quartier, il était bon, il y avait pas, de travaux à effectuer particulièrement et au niveau de la renta, ça passait donc c'est pour ça que j'ai fait cette proposition à 62 000 € en la justifiant. Je pense que si j'avais proposé moins, sûrement que j'aurais pas eu, le bien. Dans mon livre, je vous explique comment reconnaître un bon vendeur et celui-ci, c'était pas particulièrement un bon vendeur. Premièrement, il était jeune, donc généralement les jeunes, ils ont acheté il y a pas longtemps, c'est compliqué de négocier avec eux et ils ont vraiment besoin d'argent et deuxièmement, il travaillait en Suisse. Donc quand on connaît, les salaires, suisses, donc pour ceux qui ne le savent pas, le salaire minimum, il est proche de 4 000 € dans pas mal d'endroits, par exemple à Genève et le salaire médian, il est à 5 500 € en Suisse. Donc garder un T2 à 65 000 €, c'est pas ça qui allait lui coûter, tellement, qu'il allait perdre, patience et pouvoir accepter une grosse négo. Donc c'était pas un très bon vendeur, mais bon, voilà, le bien, il m'intéressait et donc j'ai fait cette proposition à seulement 3 000 € de moins. Donc j'ai visité le vendredi je crois que c'était vers 18 h. Tout de suite après, j'ai envoyé une offre. Donc j'ai des modèles qui sont quasi prêts parce que bon, des offres, j'en envoie quand même assez régulièrement et ensuite, l'agent immobilier, je lui ai envoyé un SMS bien sûr pour lui dire: Je t'ai envoyé une offre, merci de la présenter à ton client». Le samedi matin, l'offre était acceptée après d'âpres négociations, d'après l'agent immobilier. Franchement, je veux bien le croire, mais en tout cas, l'affaire elle était dans le sac. Ce qu'il faut bien comprendre avec cet appartement, c'est que j'ai passé peut-être 20 minutes dedans. Donc j'ai juste, regardé l'appartement, voilà. Il y avait pas grand-chose à de toute façon à voir. Il y avait même pas de cave, ni d'emplacement, de parking. Donc j'ai juste regardé l'appartement, j'ai tout testé, je fais toujours ça, voilà. Dès qu'un appartement est susceptible de m'intéresser, donc je teste, tous les robinets, la chasse d'eau, la douche, le four, les plaques, comme ça, on est sûr que ça fonctionne parce que si ça ne fonctionne pas, eh ben, c'est pour nous et j'ai passé très peu de temps dans cet appartement. Le compromis, on l'a signé à distance avec l'agence. L'agence était très bien fait, son compromis à distance. Il y avait bon une bonne je pense qu'il y avait au moins 150 pages, de documents que j'ai pris le temps de lire et que je vous recommande comme toujours de lire. Pendant le délai de rétractation, j'ai envoyé, donc on a 10 jours, après la signature du compromis. J'ai envoyé mon associé qui allait voir, l'appartement avec un artisan pour, qu'il nous fasse un devis par rapport à l'électricité. L'artisan, il nous a fait un devis à 1 800 € pour une journée de travail. Franchement, je trouve que c'est hyper cher. Du coup, en fait, on s'est basé sur ce devis pour demander un autre devis à un autre artisan. On en a eu pour 1 300 €, ce que je trouve tout de même cher pour une journée de travail. Mais bon, c'est de l'électricité, moi je sais pas la faire. Je vous recommande toujours de passer par un professionnel pour l'électricité et à la limite, si ça lui a pris qu'un jour, ça lui a pris qu'un jour. Si c'était, pour moi, à la limite, je regarde que la dépense, hein. Si que ce soit un jour ou 5 jours, j'ai 1 300 € à sortir, c'est comme ça. Peut-être qu'en faisant encore d'autres devis, on aurait pu gratter quelques centaines d'euros, je sais pas. Ce qu'il faut voir ici, c'est que mon associé, il a dû passer maximum 30 minutes dans l'appartement pour, juste, dire que c'est OK et être avec l'artisan pour qu'il fasse son devis. Le jour de la signature, j'ai été à l'appartement, j'avais fait un épisode, qui s'appelait «La dernière ligne droite», que faire dans la semaine qui précède, la signature, d'un acte. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite grandement à l'écouter et donc je suis repassé dans l'appartement, je sais pas, peut-être 15 minutes. C'est là où j'avais vu qu'il manquait, notamment une clé de boîte aux lettres, que vous regardez où est-ce qu'ils sont les compteurs électriques, les choses comme cela. Et après, en fait, même chez le notaire, j'ai pas récupéré les clés, donc on a signé. Le L'agent, elle a gardé les clés. L'électricien, donc c'était un vendredi soir qu'on a signé, le lundi c'était férié, le mardi, l'électricien, il est venu récupérer les clés à l'agence, il a fait ses travaux. Le mercredi, mon gestionnaire, il les avait et après j'ai délégué, très souvent je fais les visites, mais là j'ai délégué,
Moi, là, j'ai délégué justement, la recherche de locataires parce que, j'avais pas le temps de m'en occuper et en plus, l'agence et le gestionnaire, ils se connaissaient donc ça s'est passé super bien pour, transmettre, les infos. Donc le réseau, en fait, là, on voit un peu, l'importance du réseau dans le sens où, mon voilà, l'agent, je la connaissais, donc je pense qu'elle était quand même assez honnête avec moi et puis, en tout cas, j'ai eu ça s'est passé d'une façon assez, voilà, c'était fluide dans les échanges pour mon offre, la négociation et cetera. Elle connaissait mon profil, donc elle a pas non plus trop, forcément, investigué. Ensuite, parce qu'il y a des agents qui sont un peu difficiles quand vous faites une offre, ils vous demandent, de montrer patte blanche. Ensuite, mon associé, il a pu venir avec un artisan avec qui on avait déjà fait les travaux. Les autres, je sais pas s'il y a beaucoup d'artisans qui se déplacent, peut-être qu'on peut en trouver, mais voilà, celui-là, il est venu. Voilà, ensuite, on a pu trouver un autre électricien aussi via un autre contact qu'on avait. Et puis, tout s'est bien goupillé avec mon gestionnaire, l'électricien. Donc, en fait, le réseau, c'est quelque chose qui est quand même assez puissant, mais c'est un peu comme les boîtes de nuit dans le temps quand on nous disait tu peux pas rentrer parce que t'es pas un habitué. Voilà, si vous n'êtes pas encore investisseur, vous avez pas de réseau. Et si c'est que en fait, en investissant, en exploitant des biens, en faisant des travaux, en faisant beaucoup de recherches de logements, que vous allez avoir du réseau. Donc, c'est pas parce que vous avez pas de réseau qu'il faut pas vous lancer, mais après, quand vous en avez un, et ben, ça facilite grandement la vie. En plus, il y a beaucoup de gens, moi, qui sont dans mon réseau que je connaissais de ma vie d'avant d'avant la vie d'investisseur. Donc c'était souvent un peu c'était pas vraiment des amis proches, c'était plutôt des connaissances et puis maintenant, parfois je les avais pas vus depuis 3, 5, 10 ans, puis le lycée et puis ensuite, voilà, vos chemins ils se recroisent parce que vous êtes dans le même domaine. Donc pour résumer, pour la fin de ce petit achat, on a signé chez le notaire, je crois que c'était vers le 20 mai et le locataire, il est rentré le 15 juin. Donc, je vais vous donner les chiffres. Donc, le prix d'achat, 62 000 euros. Ça, j'ai déjà dit. Les frais de notaire et d'hypothèque, c'était 6 370 euros. Le loyer, il est de 450 euros hors charge et à 60 euros de charge. Donc, on est aux alentours de 8% de rentabilité brute. Pour moi, c'est un peu la limite basse. Donc, je vous ai dit, c'est un des investissements les moins rentables que j'ai. C'est pas la folie. Mais vu le contexte, voilà, les prix ont monté, il y a de la concurrence. Je cherche pas forcément du cash flow et hem et donc on est à environ 8% brut. Pour l'emprunt, on a un emprunt du coup de 62 600 euros, donc pour un prix d'achat de 62 000 euros et on a mis environ, 6 000 euros d'apport pour le notaire et les frais d'hypothèque et plus l'électricien, donc les 1 300 euros. Si on regarde, on a un remboursement de 298 euros par mois à comparer avec le loyer de 450 euros hors charge. L'important pour moi, c'était de rester sous les 70%. Enfin, on dit que les banques, souvent, elles appliquent. Alors, il y a plein de changements en ce moment par rapport aux, aux règles et recommandations là, du HCSF. Mais en tout cas, les banques ont dit d'habitude qu'elles prennent 70% du remboursement, enfin du loyer pour le comparer avec le remboursement. Donc, moi, le but, c'est de poursuivre les investissements. Là, avec 450 euros, souvent les banques, en plus, elles prennent le loyer charges comprises. Donc, si on regarde charges comprises, mon remboursement, il représente 58% du loyer. Donc, pour la banque, c'est pas ça qui va être un frein pour les prochains achats. Donc, c'est vraiment ça qui est un bon point. C'est aussi pour ça que qu'on met un peu d'apport. Alors bon, franchement, on a eu un emprunt qui était supérieur au prix d'achat, donc on s'en sort quand même pas trop mal. Mais voilà, grâce à ça, tout tourne, à mon avis. Une fois qu'on aura mis tout bout à bout, c'est un appartement. Donc là, on regarde remboursement 298, loyer 450. C'est un appartement pour moi qui va nous coûter zéro et nous rapporter zéro, en tout cas chaque année en cash flow. Parce que bon, après, il y a les taxes foncières, il y a les imprévus, parfois il y a de la vacance.
Mais le plus important, et c'est vraiment l'objet de cet épisode du podcast, c'est que c'est un investissement qui m'a pris quasiment pas de temps ni d'énergie. Donc j'ai passé 20 minutes à la première visite, 15 minutes le jour de la remise des clés, enfin de la signature chez le notaire. Mon associé, ça lui a pas pris de temps non plus. Il est passé, je sais pas combien de temps il a passé, peut-être de 20 ou 30 minutes. Donc, si on compare par exemple avec un mois d'épisodes de podcast à produire, ça me demande beaucoup plus de temps et d'énergie que cet achat. Et c'est pas pour autant que j'ai 450 € qui tombent tous les mois grâce à ça. Et en plus, une possibilité de plus-value qui, à mon avis, est déjà présente sur ce bien parce que c'était un bon achat. Il faut pas croire que j'ai acheté n'importe quoi. Des annonces, j'en ai vu des centaines, des visites, j'en ai fait des dizaines. Et quand on voit un bien qui correspond, eh ben, il faut y aller. Et donc, faut pas acheter n'importe quoi. Mais parfois, quand quelque chose remplit les critères que vous cherchez, moi, c'est environ 8% de rentabilité brute minimum. Donc, minimum, j'avais en fait jamais fait d'investissement si peu rentable, mais on voit que ça rentre quand même dans les clous. Et c'était vraiment dans mon objectif de multiplier les investissements, quelque chose qui était, à mon sens, cohérent. Et en plus, donc j'ai dû passer, à mon avis, en tout une quinzaine d'heures sur cet achat. Donc je veux dire entre, le dossier bancaire, aller chez le notaire, lire le compromis, les offres de prêt, lisez bien tous les documents, faire le nouveau mandat avec le gestionnaire, voilà, ça prend toujours un peu de temps. Vous devez lui envoyer la preuve de propriété. Vous devez ensuite, signer, le mandat de gestion pour ce nouveau bien. Donc tout ça, ça prend quand même un peu de temps. Mais c'était vraiment du temps, c'était détendu, il y avait pas de pression, il y avait pas de les travaux d'électricité, ils ont été faits rapidement, c'était vraiment le niveau zéro d'effort pour un investissement. Je pense que la suite, c'est les SCPI, mais faire moins que ça, c'est pas je vois pas comment on peut faire moins que ça, à part peut-être avoir acheté un appartement nickel déjà loué et déjà rentable, mais bon. Franchement, je suis très satisfait de cet achat. Je vous rappelle que pour tomber sur ce bien, j'ai fait plein de visites, j'ai fait plein d'offres, mais c'est une affaire qui tourne vite fait, bien fait. J'en ai plus entendu parler depuis. Bon, ça fait seulement un mois qu'il est loué, mais voilà, tout s'est passé comme prévu. Le loyer au prix qu'on pensait. Ça se trouve, on aurait même pu le louer un peu plus cher, mais ça rentrait dans. Il y a un moment, il faut pas chercher à midi à 14h. L'appartement, il a été loué rapidement. On est très content. Vite fait, bien fait, on passe au second investissement. Le deuxième appartement, donc c'est un peu le même genre. Je vois l'annonce apparaître, je sais plus quel jour de la semaine c'était. J'appelle immédiatement et je planifie une visite le lendemain le plus tôt possible. Sur les photos, j'avais reconnu l'endroit. Je savais que c'était des biens récents. Donc j'ai planifié la visite le plus tôt possible. Si vous trouvez un bien qui vous plaît, arrangez-vous pour le visiter le plus tôt possible. En fait, c'était, les appartements, c'est d'anciens, appartements qui avaient été vendus pour de la défiscalisation. Donc maintenant, c'est les Pinel. Avant, je sais pas, j'en ai jamais fait, mais il y a du Cellier ou du Malraux. Pas Malraux, je crois que c'est autre chose, mais Cellier ou Duflot. En tout cas, c'était, voilà, de la défiscalisation du nom d'un ministre qui, à l'époque, avait dû, mettre en place ce dispositif. Donc je connais bien l'endroit, c'est un endroit où je vais courir de temps en temps. Ça a l'air sympathique pour habiter. J'appelle donc tout de suite l'agent immobilier. Visiblement, il avait déjà eu des appels, mais c'est le premier pour qui il décroche. Et je vois le prix, je fais mes calculs, parce que vu que je connais l'endroit, je connais la ville, je sais à peu près à combien ça va se louer. Et en fait, j'appelle d'avance mon associé et je lui dis, écoute, là, il y a une affaire, c'est une bonne affaire, selon moi. Mais par contre, je pense que ça va être impossible de négocier. Est-ce que t'es d'accord pour en fait, que je lui dise OK au gars quand je visite et sans négocier? Donc là, c'était vraiment sans négocier. Je pense que
ça m'est déjà j'ai déjà acheté sans négocier des très bonnes affaires, mais je pourrais plus dire combien. Mais en tout cas, c'est quand même assez rare que je négocie rien du tout et surtout, des offres, si on se met sur la base de toutes les offres que j'ai pu envoyer, on doit être, largement moins de 10. Donc là, l'appartement, il a une dizaine d'années vu que c'était en fait la fin de ce programme, de défisc et je me dis: «Je connais l'endroit, je connais, l'appartement, il a une dizaine d'années, il peut pas y avoir de surprise, immense». Donc en arrivant à la visite, il s'avère donc là, de nouveau, le réseau, en fait, l'agent, je le connaissais vite fait, on va dire. Je l'avais déjà, vu sur une autre visite et il s'avère que c'était le mari d'une fille qui était au lycée avec moi. Donc lors de la première visite, on avait, voilà, on avait fait le rapprochement et du coup, ça s'est super bien passé la relation que j'ai pu avoir avec cet agent et il faut quand même le souligner, c'est plutôt un bon agent immobilier, ce qui, ne court pas forcément les rues. Et il me dit d'emblée, on fait la gestion de cette copro, donc je connais bien, le secteur et on vend petit à petit les appartements, ça part super vite. J'ai 8 visites prévues aujourd'hui. Donc je vois l'appartement, c'est un T2, 50 carrés. Il y a un garage, un box, il est bien lumineux, il y a un grand balcon qui fait tout l'appartement et vraiment il est vraiment chouette. Tout était aux normes vu que l'appartement il est récent. Les diagnostics, ils n'avaient pas encore été faits vu qu'ils venaient de paraître sur le marché. Mais bon, il y avait vu que c'était, depuis 10 ans, il pouvait y avoir des surprises, mais il y en a pas eu en fait, tout était OK. Ce qu'il fallait faire, c'était, un coup de peinture et mettre une cuisine équipée parce que, il y avait juste, un évier. Bref, du coup, moi, je vois l'appartement, je lui dis: «Écoute, pour moi, c'est bon, je vais appeler, mon associé et dans 10 minutes, je te rappelle». J'ai fait ça et voilà, je lui ai confirmé avec mon associé, c'était bon et on a donc à 9h10 et ben, l'affaire était pliée. Lui, il était tout content, il a pas eu à faire ses 8 visites de la journée. Moi, j'étais tout content, d'avoir trouvé un appartement, franchement qui est vraiment sympa. Pareil, je suis passé, peut-être 20 ou 30 minutes, ouais, je pense que c'était 20 minutes à visiter donc ça s'est passé super vite. Idem, mon associé, en fait, quand il est allé voir le premier appartement pour faire le devis de l'électricité, il est allé voir le deuxième avec un artisan pour faire le devis pour, la peinture et la cuisine. Donc c'était super optimisé. On a eu un devis à 4 000 €. Alors là, on a hésité, à faire les travaux ou non. Alors que tout ce qui est les diagnostics, là, je vous recommande, fortement de vous mettre aux normes. Là, la peinture et la cuisine, j'avoue que 4 000 €, je trouvais ça un peu cher et en fait, je me suis dit surtout la peinture, bon, OK, il faut la faire, mais vous savez pas combien de temps ça dure donc 4 000 €, ça allait représenter pas loin de pas un an de loyer, mais quasiment donc franchement, ça m'embêtait un peu. Du coup, heu, bah, je vais en parler plus tard par rapport à ces travaux, mais la semaine de la signature, on finalise tout avec, l'agent IMO, il m'a carrément, donné les clés en fait, pendant la semaine. Donc moi j'étais super super content, j'avais déjà les clés avant même d'avoir signé chez le notaire, pourquoi pas. Dans ce cas-là, c'est mieux quand même que l'appartement il soit assuré dès que vous ayez les clés. Mais, la semaine en fait c'est un appartement pour moi, il se louait avec le box 550 € hors charge. Et en fait, quand j'ai posté l'annonce sur Le Bon Coin, donc là, on a signé, c'était il y a vraiment pas longtemps, c'était en juillet et donc juillet, je pense, c'est pas la meilleure période, hein, plutôt, août, voire deuxième quinzaine d'août, c'est bien et là, en fait, j'avais aucun retour. Alors je trouvais ça super étonnant parce que pour moi, c'était un bon prix, 550 €. Alors je me suis dit, parce que sur Le Bon Coin, en tout cas, quand moi je poste une annonce, vraiment, dans les 24 heures, j'ai au moins 7, 8, parfois c'est 20 messages, qui demandent des renseignements et là, j'en avais un ou 2. Donc ça, j'avais fait le lundi. Le mardi, j'ai reposté. Pareil, pas de touche, donc je me suis dit: «Ce que je vais faire, je vais le mettre à 490 et puis, je vais mettre le parking à 60 €
dans la description du, de l'annonce Le Bon Coin. Le Bon Coin, il m'a refusé 2 coups sur coup. Euh, En plus, quand il vous refuse les annonces, c'est pas toujours très clair. J'avais pas tout de suite compris que c'était à cause de ça. Il m'a refusé coup sur coup de cette histoire de parking en supplément. Donc, je me suis dit, ce que je vais faire 2 annonces. Une pour l'appartement et une pour le box. Et là, dès que j'étais sous les 500 euros, je pense que je suis passé sous les filtres de plein de gens. Et là, j'ai eu plein de contacts. Donc ça, c'était... j'ai tout de suite planifié les visites avant même la signature. On a signé chez le notaire le vendredi en fin de journée. On a bu du champagne, c'était cool. Les vendeurs, ils étaient pas là. Ils avaient donné procuration et même l'agent, il a pas pu venir. Donc j'étais juste mon associé, la notaire et moi. C'était nickel. Pour vous dire pourquoi j'ai pas négocié, j'en ai pas encore parlé. Le prix, c'était 76 000 ou 76 500, je sais plus. Et en fait, dans l'acte notarié, vous voyez très souvent à combien les gens ils ont acheté l'appartement. Et là, c'était indiqué qu'il avait acheté 137 000 euros il y a 10 ans. Donc 137 000 et moi, nous, on le paye 76 000. Donc vous voyez pourquoi je considère que c'est une bonne affaire et pourquoi tout ce qui est Pinel et tout, je trouve, en tout cas pour moi, dans les villes où j'investis, je pense dans les villes où l'immobilier il est cher, peut-être qu'il y a un intérêt, j'en sais rien, mais dans les villes où l'immobilier il est pas cher, vous voyez bien, ils ont acheté 137 000 et nous, on le rachète 76 000. Donc, je vais vous donner un bon conseil si vous voulez pas payer d'impôts. C'est très simple. Vous vendez moins cher que vous achetez. Ça marche pour les actions, pour les apparts, si vous avez une société. Si vous voulez pas payer d'impôts, eh ben, vous achetez un truc 100, vous le vendez 50, vous payerez pas d'impôts, c'est génial. Mais bon, vous allez perdre de l'argent. Donc on est pas mal. On a acheté, donc je pense, j'ai fait les calculs, je crois que c'était, on a acheté 40%, plus de 40, enfin 40% de moins que ce que les vendeurs, eux, avaient payé à l'achat. Sachant que en plus, dans ces dispositifs de défisque, souvent, vous avez des loyers plafonnés, ce que nous, on n'a pas. Donc on signe chez le notaire le vendredi soir, le samedi de 10h à midi, on a les visites. Donc avec mon associé, bon, mon associé c'est surtout un ami, donc franchement on rigole toujours bien quand on est ensemble. Et alors, franchement le garage, donc finalement en fait le garage on l'a loué à part à quelqu'un d'autre. Il y a un mec qui est venu pour le garage. Franchement, c'était trop drôle la scène. Il est venu avec ses 2 filles, mais c'était les gosses, ils étaient enragés. On avait l'impression elles étaient droguées. Elles avaient, je sais pas, 7, 8 ans. Elles couraient partout, elles tapaient partout, ça sautait, ça criait. Et le locataire, il gueulait sur ses filles. Calmez-vous, calmez-vous. Sinon, je vous en colle une, je vous en colle une. Ouais, calmez-vous. Franchement, il arrêtait pas. Tout le monde gueulait. Si ça avait été pour l'appartement, jamais j'aurais donné les clés. Mais là, c'était pour juste pour le box de garage. Mais rien que le temps de signer le bail, ça hurlait. On s'entendait pas parler. Les filles, elles couraient sur le balcon, elles claquaient les portes. Franchement, au bout de 10 minutes, on est sortis, on était vidés. Elles avaient réussi à nous pomper toute l'énergie. Un de ces brouhahs, incroyable. Mais bon, le parking, on l'a loué tout de suite. Premier mois, tout de suite payé. Donc, on a signé le vendredi. Le samedi, c'était déjà loué. On avait déjà touché le premier mois de loyer pour le parking, enfin le box. Pour l'appartement, je crois que j'ai fait 5 ou 6 visites et j'ai eu 4, je pense 4 ou 5 personnes qui le voulaient, qui m'ont envoyé leur dossier. Donc, super bien optimisé. Pour les travaux dont j'avais parlé avant, il y avait 4 000 € pour la peinture et la cuisine. Alors on s'est dit, la peinture, on va quand même la faire, parce que quand je suis repassé dans l'appartement, je me suis dit, la peinture, faut la faire. On avait trouvé quelqu'un qui pouvait nous la faire pour un prix qui nous convenait. Et en fait, en faisant les visites, eh ben, la locataire qu'on a choisie, elle a dit, bah, écoutez, moi, je préfère peindre moi-même. Donc nickel, on n'a même pas eu à organiser la peinture. Pour la cuisine, donc il y avait juste un lavabo, un évier, et il y avait rien d'autre. Et ça, j'ai vu que ça posait beaucoup de problèmes. Il y a plein de gens qui m'ont... En fait, quand j'étais étudiant, ça commence à remonter, mais c'était peut-être il y a 10, 15 ans.
Nous, on avait toujours des appartements comme ça où il y avait juste un évier, puis on allait acheter une gazinière à 100 € sur le Bon Coin avec la petite, la petite, bonbonne là, le cube, je crois que ça s'appelle, et on branchait ça et tout le monde avait, ou alors des plaques électriques à 20 ou 30 €, tout le monde avait ça. Il s'avère que les temps ont changé. Pourquoi pas? Après, moi, au début, j'en avais pas mis en me disant: «Peut-être que les gens, ils vont venir, ils ont déjà, ce qu'il faut». Mais je voyais bien que ça posait problème. Donc si vous avez des appartements comme ça, sans cuisine équipée, la gazinière et le frigo, je pense que c'est indispensable de les mettre. Mais bon, nous, on l'avait pas encore mis et en fait, on s'est arran donc au final, il y en avait 4 qui étaient très intéressés et on a la personne à qui on va le louer. En fait, on va mettre une cuisine, équipée donc comme ça existe chez Casto. Je sais que ça existe chez Casto, j'en ai déjà mis, je pense qu'il y a d'autres marques qui le font, mais c'est vraiment un bloc, vous payez 1 000 ou 1 500 € et il y a tout. Le frigo, l'électroménager, les plaques, il y a tout. Et elle va s'occuper de voilà, elle va s'occuper de la peinture, donc franchement, c'est un bon arrangement et c'est pas la première fois qu'en fait, alors je sais pas si c'est à recommander ou pas, mais moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire visiter un appartement où il reste deux trois trucs à faire, ou un meuble qui manque et où les futurs locataires, ils proposent de s'en occuper. Donc on n'est pas à l'école où il faut que tout soit parfait. Parfois, ça peut payer, ça peut vous faire gagner énormément de temps et un peu d'argent de faire visiter l'appartement, sans que ce soit prêt à 100 et après de voir avec les locataires ce qu'ils proposent. Moi, ça m'a servi. Je sais pas si c'est un bon conseil ou pas. En tout cas, ça m'a fait gagner pas mal de temps, plusieurs fois et un peu d'argent. Et ce qui était franchement super rassurant, c'est que tout le monde presque qui a visité cet appartement le voulait. Donc pour les chiffres, parce qu'on n'est pas là pour parler, pour compter les pâquerettes, l'achat, 76 500. L'appartement, je vous rappelle, par les anciens propriétaires, il avait été acheté 137 000 €. L'emprunt, il est de 77 000 €. Remboursement, 359 € par mois. Frais de notaire et d'hypothèque, 7 000 €. Donc, les 7 000 €, on les a payés de notre poche. Le loyer, c'est 490 € sans les charges. Les charges, c'est 70 €, je pense. Et donc, comme le précédent, en fait, on est de nouveau à 8 de rentabilité brute. Les deux logements, ils ont la même renta et en fait, c'est mes deux investissements les moins rentables, mais les plus rentables peut-être en temps. Parce que, pareil, j'ai passé 15-20 minutes à la première visite, 15-20 minutes à la remise des clés. Mon associé, il est passé une seule fois. Ensuite, on a passé 2 heures à faire les visites et franchement, c'est bien. Moi, j'aime bien faire les visites. Déjà, je rencontre les gens, je parle avec eux. C'est vraiment pas Pour moi, c'est vraiment pas une contrainte. La petite contrainte, c'est organiser le planning pour les visites pendant la semaine. Puis là, j'ai eu mes histoires de l'annonce Le Bon Coin qui a sauté, qui a pas sauté. Mais par exemple, si j'avais délégué la mise en location, bah, je me serais pas aperçu qu'avec les 550 €, il y avait pas de demande. Donc peut-être que l'été avançant, les étudiants allaient arriver et allaient, je vais y arriver, allaient s'intéresser à ce type de bien. Mais en tout cas, le fait que je m'en sois occupé moi-même, j'ai vu en 24 heures, boum, ça marchait pas. Je remets une annonce, boum, ça marche pas. Je fais une autre technique. Donc 550 € par mois, pas les charges, le loyer plus le box. Alors, les leçons qu'on va en tirer de ces deux investissements. Vous pouvez prendre note, tout le reste, c'est un peu du storytelling. Là, il y a 7 conseils et les leçons qu'on peut tirer de ces investissements. Le premier, c'est un constat, le marché il s'est envolé. En tout cas, dans les secteurs où j'investis, le marché il s'est envolé. Personne ne sait si ça va continuer comme ça ou non. Il faut s'adapter. J'ai commencé à visiter dans d'autres endroits un peu plus petits. J'ai pas pris le temps forcément
de faire beaucoup de visites et j'ai un peu du mal pour l'instant encore à apprécier la demande locative. Beaucoup de gens disent qu'il y en a, des agents m'ont dit qu'il y en avait, j'ai un peu testé déjà sur Le Bon Coin. Je suis pas encore, forcément convaincu et puis je voulais surtout boucler ces 2 investissements avant de me consacrer au suivant. Moi, je préfère faire les achats dans l'ordre. Là, j'avais même les 2 d'un coup donc mais vu qu'ils prenaient très, très peu de temps et ben, on ça a été. Donc la première leçon, c'est le marché il s'est envolé, maintenant il faut s'adapter. J'ai acheté mes 2 biens les moins rentables. Pourquoi? Parce que le marché, il est un peu devenu fou. C'est comme ça, on s'adapte. Deuxième leçon, on dit que le temps, c'est votre bien le plus précieux. Alors ça peut être une phrase de bouddhiste, ça peut être une phrase de coach, ça peut être on peut la prendre dans tous les contextes qu'on veut, mais c'est également vrai pour les investissements. Le temps que j'aurais passé à trouver des biens plus rentables, à les négocier, à organiser les travaux, à pendant les travaux ne pas toucher de loyer, pour trouver des biens peut-être à 10 de renta brut ou plus, et ben, j'ai le temps d'acheter 4 appartements, comme là j'ai pu le faire. Donc pour moi, je cherche pas la rentabilité à tout prix. Ce que je cherche, c'est enchaîner les opérations. Donc il y a, c'était, vraiment très agréable de limiter ces travaux. D'autant plus que, comme vous avez pu voir avec les prix, moi j'achète principalement dans des biens qui sont pas chers et faire les travaux, c'est pas toujours super rentable parce que les travaux, où que vous soyez en France, ça coûte plus ou moins la même chose alors que les prix de l'immobilier sont super, super variables. Donc là, c'est des achats qui m'ont pris très peu de temps. Alors, ce qu'on pourrait penser, c'est, mais pourquoi est-ce que j'achète pas des immeubles? Parce que, parce qu'au final, ce serait un gain de temps encore bien plus grand. Alors, moi, j'achète pas d'immeubles, mais c'est que mon point de vue. Déjà, c'est dans les immeubles, que j'ai déjà visités, il y a toujours, et ça, c'est dans tous les immeubles du monde, mais dans ceux que je visite, il y a toujours un rez-de-chaussée et un dernier étage sans ascenseur. C'est pas là où il y a les meilleurs locataires, donc dans les villes où l'immobilier, il est pas cher, et ben, vous avez parfois des locataires qui sont parfois un peu compliqués. Donc si vous achetez en plus des biens qui sont pas, qui ont pas les meilleures situations, et ben, vous allez pas avoir les meilleurs locataires. Donc à chaque fois que j'ai visité des immeubles où les au moins un des 2 appartements, donc celui du rez-de-chaussée ou celui tout en haut, il était vraiment loué par des gens dans des conditions précaires et parfois avec, des problèmes, de salubrité et cetera. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle, j'ai pas d'immeuble. La deuxième, c'est que du coup, je trouve qu'il y a une concentration des risques en fait à un seul endroit. Par exemple, j'ai un ami qui a un immeuble et l'immeuble d'à côté, il s'avère qu'ils ont loué à des gens qui ont des problèmes sociaux et qui mettent la musique à fond. Quand, les locataires de l'immeuble de mon ami, ils appellent la police, elle vient pas. Donc si ça vous arrive sur un appartement, c'est déjà super gênant, mais là, lui, il a 5 appartements en gros qui sont qui sont dérangés par ces nuisances et personne ne va rien faire pour l'aider. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pas d'immeuble. Et après, il y a d'autres raisons, voilà, le syndic, j'ai pas envie de m'en occuper, heu, j'ai pas envie de quand vous avez un immeuble, il y a quand même plus de responsabilités, bien souvent. Si vous avez un problème avec le toit, des inondations et cetera, et ben, ça va être à vous de vous ça va être votre responsabilité. Donc personnellement, c'est pas, ce que je recherche. Il y a des profils à qui ça convient, moi, c'est pas mon cas. Et aussi, là où j'achète, un des points les plus importants, c'est que les immeubles, c'est pas les mêmes acheteurs, les mêmes investisseurs. Et en fait, les immeubles, ils sont souvent plus chers que les appartements pris un à un. Donc, si par exemple, j'ai une bêtise, vous avez des appartements que vous achèteriez 80 000 euros, il y en a 5. Donc, si vous vouliez acheter les 5, normalement, ce serait 400 000, mais l'immeuble, il va être affiché à 500 000 et il va partir entre 400 et 500. Donc, pour avoir moins de renta et plus de problèmes, c'est pas mon idée. Troisième conseil, j'en ai déjà parlé, c'est la puissance du réseau. Je vous l'ai dit, c'est pas forcément facile de se le constituer au départ, mais une fois que vous l'avez,
et ben, il vous fait gagner énormément de temps. Ça nous fait boire du champagne chez le notaire, ça nous offre des nouvelles opportunités. Et là, on m'a contacté pour un nouveau bien. Je vais aller visiter dans pas très longtemps. Donc, le réseau, une fois que vous l'avez, et ben, vous pouvez vous appuyer dessus. Soit c'est votre vie d'investisseur qui va vous permettre de le créer, soit un peu, moi, parmi mes premiers investissements, je vous ai dit, c'est des gens que je connaissais un peu de loin. Et rien que grâce à ça, et ben, ça m'a permis d'avoir des informations privilégiées ou en tout cas un traitement privilégié quand je faisais des visites ou que j'étais en pourparlers. Quatrième conseil, n'ayez pas peur de présenter un appartement qui est pas nickel nickel. Donc j'en ai parlé pour le deuxième, ça m'est arrivé plusieurs fois. On veut parfois que ce soit voilà, le perfectionnisme. On a un peu honte s'il manque encore le meuble de salle de bain. Si vous faites du LMNP, il n'y a pas le canapé ou que sais-je. Il y a des gens, des locataires, vous les connaissez pas à l'avance, ils vont vouloir. Donc là, c'était la fille, ça avait l'air vraiment important pour elle que ce soit elle qui repeigne l'appart. Et ben tant mieux. C'est pareil si vous voulez. Avant d'avoir mis un canapé, peut-être que la personne qui va emménager chez vous, elle a déjà un canapé. Et si elle en a pas et que le locataire vous convient, eh ben vous lui dites ok, le canapé, je m'en occupe, c'est pas grave. Vous pouvez toujours rattraper le coup. Par contre, ça, c'est que qu'on revient dessus, pour les choses esthétiques. Pour tout ce qui est diagnostic, il faut que tout soit nickel quand vous mettez l'appartement en location, ou alors en tout cas que tout soit fait le jour de la remise des clés. Donc, si vous utilisez cette technique, vous allez gagner du temps. Et alors peut-être que vous allez en perdre un jour parce que tous les locataires vont vous dire potentiels, ils vont vous dire la même chose. Ah, mais il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Moi, ça m'a fait gagner beaucoup de temps et un peu d'argent. Donc, je prends. Cinquième leçon, et la négociation dans tout ça. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai beaucoup négocié plusieurs biens, enfin presque tous les biens que j'ai achetés. J'ai écrit un livre sur le sujet, sur la façon de gagner des dizaines de milliers d'euros sur l'achat de, de vos investissements. Et dans mon livre, je présente justement 7 techniques qui ont fonctionné, que j'ai appliquées. Et c'est pour ça qu'elles sont légitimes. Mais l'idée principale qui est en fait le fil conducteur de tout mon livre, c'est en fait, l'important, c'est pas combien vous négociez, l'important, c'est combien vous payez. Et le bon prix, c'est le prix qui est sous le prix du marché et dans la mesure du possible qui vous permet au moins un autofinancement. Donc, c'est comme les gens qui achètent des voitures. Vous allez voir des gens, ils ont dit « Ah, j'ai commandé la voiture, le concessionnaire, il m'a fait un rabais de 5 000 euros, il m'a offert 7 000 euros d'options. » Mais en fait, ça, c'est pas de la négociation, ça. Vous payez le même prix que tout le monde. Donc, c'est pas parce que vous avez 5 ou 10 000 euros de rabais que vous avez fait une bonne négociation. Ce qui compte, c'est combien vous payez. Si là, vous sortez la voiture de la concession, très probablement, vous la vendrez pas au prix que vous l'avez achetée. Donc, ça veut dire que c'est pas une bonne affaire. L'important, quand on négocie ou non, enfin, quand on achète, en fait, c'est de faire une bonne affaire. Et moi, quand j'achète un bien 40% de moins que ce que les précédents acheteurs, ils ont payé et qu'il y a 8 visites prévues moins de 24 heures après l'annonce qui est publiée de l'appartement, pour moi, j'achète sous le prix du marché et c'est une bonne affaire. Donc là, il n'y a pas besoin de négocier. Si j'avais négocié 300 euros, eh ben, l'appartement, il me passait sous le nez. Là, j'ai acheté un appartement, j'ai passé quelques heures sur le projet, j'ai rien fait, que ce soit en travaux moi-même, on a fait seulement un devis, j'ai fait les visites, j'ai passé un bon moment, c'était cool, c'était rapide, c'était sans prise de tête, l'investissement, il tourne et c'est ça qui compte. Donc, j'ai dans mon livre, pour ceux qui l'ont pas lu, j'ai justement une section sur quand ne pas négocier. Et là, on était typiquement dans le cas de figure où il fallait pas négocier. Quand vous avez eu 8 visites ou 10 visites prévues moins de un jour avant la, moins de un jour après la publication d'une annonce, eh ben, vous n'allez pas pouvoir réinventer la roue.
il va falloir payer le prix affiché. Si vous voulez négocier fortement, ça va être sur d'autres biens avec d'autres caractéristiques. J'en ai déjà acheté plusieurs, ils sont rentables, ils ont des rentabilités bien supérieures encore à 10%, mais ils m'ont pris souvent beaucoup plus de temps et d'énergie. Là, vous voyez, c'était vraiment le niveau 0 ou 0,5 quand j'ai fait moi-même les visites pour trouver les locataires de l'effort de l'investisseur immobilier. Je vois sur Instagram, il y a plein de gens qui font les travaux eux-mêmes, c'est leur premier bien. Ils sont, ça fait partie du jeu, on l'a tous fait, mais arrivé à un moment, ce qui compte, c'est trouver des biens rentables, les enchaîner et puis économiser au maximum son temps et son énergie. Donc, négocier, c'est bien beau, mais l'important, c'est vraiment le prix que vous payez. S'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est vraiment ça. Donc, faites, prenez connaissance du marché, prenez connaissance des prix, faites des offres. Moi, j'ai débouché sur ces offres au prix parce que j'ai fait peut-être, je sais pas, une dizaine d'offres en 2021 et j'ai bien vu que c'était très compliqué de négocier sur plusieurs types de biens. Il y avait même un immeuble. Avant, je vous ai dit que les immeubles, j'étais pas trop friand, mais même un immeuble, des biens avec travaux, des biens sans travaux. J'ai vu que le marché il était ultra tendu. Donc, ça, c'est la conséquence de toutes les visites précédentes. Ne payez pas à la première visite que vous faites dans une ville le prix affiché. C'est pas tout ça l'idée. L'idée, c'est d'avoir une bonne connaissance du marché, une bonne connaissance de la tendance, et ensuite, vous allez faire votre offre en conséquence. Et le 7e conseil, qui en fait est le 6e, mais vu que j'ai écrit les notes de l'épisode dans l'avion, et je sais pas, à un moment, il y avait dû avoir des turbulences, et puis je passais du 5e au 7e. C'est soyez prêts à sauter sur l'occasion. Pour les 2 investissements dont je vous ai parlé, j'étais super réactif. Il y en a un, dans les 2 cas, j'ai fait les offres. Dans les minutes qui ont suivi la visite, j'ai même pas attendu 1 heure. Pourquoi j'ai pu faire ça? Parce que je connais le marché, parce que je visite souvent, parce que j'ai fait des repérages, je connais les quartiers, je connais les loyers, la demande locative, les secteurs. Donc, c'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir faire des bons achats pour les biens qui sont négociés, en fait. Pour les biens, par exemple, si vous allez trouver des biens dont personne ne veut, là, ça va être d'autres techniques qu'il faut appliquer. Donc, pourquoi est-ce que les gens ne le veulent pas? Peut-être c'est trop cher, peut-être il y a trop de travaux, peut-être le quartier. Il va y avoir plein d'autres techniques à mettre en place. Mais quand vous êtes sur ce type de biens, donc des biens sans négo ou avec très peu de négo, ce qu'il faut, c'est être super réactif. Et pour être super réactif, il faut déjà identifier que vous êtes face à ce genre de biens. Et en plus, pouvoir calculer rapidement vos rentas, les loyers à appliquer. Je les connaissais. Les prix du marché actuel, je les connaissais. La tendance, je la connaissais. J'avais tout qui était prêt. Les offres d'achat, dans mon livre, j'en ai une qui est pour modèle. Elle est déjà prête dans mes mails. Donc, en quelques minutes, j'envoie une offre. Et c'est comme ça que j'ai pu passer devant tout le monde et avoir des appartements dont je suis très content. Et ils sont vraiment super sympas. Donc voilà, l'épisode du jour touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Petit rappel, pensez à vous abonner. La semaine prochaine, on repartira très probablement sur une interview. Bonne semaine à tous. Et n'oubliez pas, si vous trouvez le concept de la retraite à 65 ans peu attrayant, pensez à multiplier les investissements. Ciao, ciao!